Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vous vous tenez au chaud parce qu'il fait quand même pas très chaud. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que j'ai le bonnet sur les oreilles, mais pas que, c'est aussi parce que j'ai une coupe qui est non homologuée. Hein. J'ai des épis comme ça dans la tête, je vous fais voir un échantillon. Hop, voilà, ça part en cacahuète de partout. Je suis pas présentable, donc quand vous me voyez avec un bonnet, c'est que dessous ça part en cacahuète. Donc aujourd'hui, c'est plantation d'ail bio, donc chez moi à Montméran dans la Drôme. L'ail chez moi c'est la 8e année. Cette année, si je dis pas de bêtises, ça fait 10 ans que je suis installé. Les 2 premières années j'étais en conversion. À partir de la 3e année, j'ai commencé une culture bio, donc l'ail. J'ai commencé la première année avec 1,5 hectare. Et cette année j'aurai, allez, je pense à peu près 7,5 quand j'aurai fini la parcelle, ce qui représente 9,5 tonnes de semences mises en terre. Donc c'est que de la semence certifiée qui coûte très cher. La semence bio, elle coûte 5,53 € du kilo hors taxe, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y a des frais pour le faire égousser parce que ben, forcément, je ne plante pas la gousse d'ail, hein, je ne plante pas la tête d'ail entière. Je plante le cailleux, donc la gousse. Voilà. Donc pour le faire égousser, ça coûte 60 centimes du kilo. Donc c'est encore des frais. Alors voilà, grosso modo, ça me coûte 6 €, un peu plus de 6 € du kilo, quoi. 6,13 € je crois. 6,13 € du kilo. Donc fois 9,5 tonnes. Faites le calcul, c'est une culture qui coûte très cher à implanter. C'est pourquoi il faut qu'elle soit implantée dans les meilleures conditions. Une fois qu'elle est en place, il faut la soigner. Hein, parce que là, j'ai quasiment 60 000 € de semences. Vous imaginez bien que j'ai pas envie de les gaspiller. Et c'est des cultures qui coûtent très cher à produire. Pourquoi? Parce que déjà, comme je viens de vous dire, la semence coûte très cher. Mais il faut une planteuse spécifique pour implanter, la planteuse coûte cher. Il faut une récolteuse spécifique, la récolteuse coûte cher. Entre temps, il faut une bineuse, il faut une hersétrie. Une fois qu'il est récolté, il faut le sécher, cet ail. Alors pour le sécher, il faut des armoires de ventilation, il faut des palox ventilés. Ensuite, une fois qu'il est sec, il faut le déterrer, il faut le brosser, il faut le calibrer, il faut le blanchir. On paye de la main d'œuvre pour le blanchir, c'est-à-dire qu'on enlève la première peau et les racines, juste pour un aspect esthétique. Mais ça, on n'a pas le choix parce que le consommateur est habitué à avoir un ail parfait, un ail lisse, un ail sans racines. Et juste le fait de blanchir de l'ail, ça nous coûte à nous producteurs entre 60 centimes et 1 € du kilo. Selon les calibres, c'est des prix différents. Et puis il y a des frais pour déplacer l'ail, amener l'ail jusqu'aux personnes qui vont le blanchir, etc. Donc ça coûte très cher. Donc ce qui explique pourquoi l'ail en tant que produit fini, quand vous achetez l'ail au magasin, ça coûte 8 €, 10 €, 12 € du kilo pour de l'ail bio, je parle, parce que ça coûte très cher à produire. Alors, habituellement, vous avez l'habitude de me voir planter avec notre planteuse herbe mécanique en 7 rangs qu'on a en commun, 2 exploitations. Cette année, on l'a modifié, on l'a passé en 9 rangs. Pourquoi on l'a passé en 9 rangs? Parce que moi, je suis pas équipé en bineuse 7 rangs. Et cette bineuse que j'ai avec mes amis Kevin et Damien, eux, sur l'exploitation, ils font beaucoup de soja, de tournesol, de maïs en 7 rangs. Et cette année, ils ont acheté un semoir et une bineuse 9 rangs. Du coup, notre planteuse 7 rangs, ben, elle avait plus rien à faire ici, elle avait plus sa place parce qu'on n'était pas équipé pour biner quoi. Donc on la passe en 9 rangs et c'était convenu que j'emprunte leur bineuse au moment de biner. Mais ça fait 2 ans que je me dis que j'ai envie d'essayer de planter en 4 rangs. Alors 4 rangs, ça ne veut pas dire que je mets moins d'ail, parce qu'au contraire, je vais mettre un petit peu plus de densité à l'hectare, parce que dans la voie du tracteur, je plante 4 rangs. Alors d'habitude, j'avais que 3 rangs dans la voie du tracteur. Alors moi, mon idée, c'est de densifier un petit peu l'ail pour pas forcément avoir du gros ail, parce que du gros ail, ça se vend pas mieux en bio, c'est pas forcément mieux valorisé, mais je préfère avoir de l'ail de taille moyenne. Je préfère en valoriser un maximum en joli ail en premier choix, avoir le moins de déchets possible. C'est vrai que moi je me rends compte encore cette année, plus mes têtes d'ail sont grosses, plus j'ai un taux de déchets important. C'est-à-dire que quand on jette une grosse tête d'ail, ben, on jette beaucoup de poids, alors que quand on jette une petite tête d'ail, on jette moins de poids aussi. Mais les grosses têtes d'ail sont plus fragiles, ça c'est une vérité. Il y a aussi le fait que moi, sur ma structure, j'ai peu de surface. Là, cette année, je sème l'ail chez Mathieu et Maxime. Voilà, donc ils me mettent à disposition 8 hectares. 8 hectares, c'est pour ça que je dis qu'une fois qu'on va avoir enlevé les tours, ça va faire à peu près 7 hectares et demi, je pense.
Donc étant donné que j'ai une petite structure et que j'aimerais devenir autonome sur ma structure, c'est vrai qu'il faudrait que je trouve quelques hectares irrigables. Pour l'instant, c'est pas si facile, la pression foncière chez moi est très importante. Donc je me dis que si au lieu de semer l'ail sur 9 hectares, eh bien, je peux me contenter de 7 hectares parce que j'ai mis plus de densité, mais au final j'ai le même résultat. C'est mon raisonnement, je ne sais pas si ça sera une vérité. Donc voilà, on verra l'année prochaine ce que ça a donné, cette plantation en 4 rangs. Mais il y a une raison aussi pourquoi je voulais planter en 4 rangs, c'est pas un hasard, c'est parce que je suis équipé pour biner en 4 rangs. Ben oui, vous voyez bien ma bineuse par caméra, la bineuse monocème, et du coup cet ail il sera biné avec ma bineuse, je serai autonome. Allez, je fais ma manœuvre et après je vais vous montrer un petit peu derrière comment ça fonctionne. Donc si vous avez vu les vidéos les autres années, je vous ai montré la plantation avec la planteuse Herm. C'est donc des cuillères qui viennent attraper cailleux par cailleux pour les mettre en terre. C'est un petit peu le même système, les cuillères sont différentes, mais ça fonctionne aussi bien, il n'y a rien à dire. La marque de salade planteuse, c'est Gigi Broc. Alors c'est pas français, mais ça fonctionne franchement plutôt bien. Alors c'est vrai que la préparation de sol est très importante et cette année ça s'est vraiment très bien préparé. On a labouré, enfin Benjamin a labouré le week-end dernier, samedi, dimanche. On a passé l'air rotative mardi après-midi. Donc on a laissé sécher un jour et demi, mardi après-midi, air rotative, et à partir de mercredi matin, on a pu commencer à planter. Enfin j'avais fait quelques essais mardi soir. À partir de mercredi matin, on a pu commencer à planter. Et c'est vrai que c'est important quand c'est bien préparé, qu'on n'est pas en train de planter au milieu des mottes et tout, c'est quand même génial. Allez, je vais vous faire voir derrière le fonctionnement. Alors tout d'abord, voilà les cailleux, à quoi ça ressemble dans les trémies. Et voilà les fameuses cuillères qui viennent attraper cailleux par cailleux pour les lâcher au fond du sillon. On va regarder ensemble la profondeur. Là. Alors là en profondeur je suis à 3-4 doigts par rapport. Le niveau du sol il est là, ça c'est le petit bourrelet qui est réalisé par la planteuse, hein. Mais voilà, le niveau de la terre il est là. Je suis entre 3 et 4 doigts. Alors entre 3 et 4 doigts de profondeur, moi ça me convient parfaitement. Ce qui est très important, c'est que l'ail soit bien en contact avec la terre fine et qu'il n'y ait pas d'air autour du cailleux. Pourquoi? Parce que s'il y a de l'air, il y a un champignon qui va se développer qui s'appelle le pénicillium. La gousse va bleuir, elle va pourrir et ça ne va pas faire d'ail du tout. Et là, c'est complètement de la perte. L'année dernière, sur une parcelle de 2 hectares, on n'a pas trop fait attention, c'était la dernière parcelle, le terrain était différent. On n'a pas été plus profond que ce qu'on avait fait dans les autres champs. Au final, il y avait 2 cm de terre sur les cailleux. Je vous mens pas, on a perdu sur cette parcelle, je pense à peu près 50% des cailleux à cause du pénicillium. C'est énorme. Allez, on continue le chantier. Il me reste un palox, pas un palox et demi, un peu moins d'un palox et demi à planter. Ce qui représente à peu près 700-800 kg de semences. J'espère que ça va rentrer dans la parcelle. J'espère bien que ça va rentrer dans la parcelle. Ça m'embêterait d'aller commencer une autre parcelle ailleurs juste pour ça. Donc, comme vous le savez, sur mon exploitation, l'ail que je produis, c'est de l'ail bio. Mais c'est pas seulement de l'ail bio, c'est de l'ail certifié Global Gap. Global Gap, c'est une certification qualité supplémentaire que mes clients m'imposent. Si je ne suis pas certifié Global Gap, clairement, je ne peux pas vendre mon ail ou j'en vendrai peut-être un tiers. Aujourd'hui, les grossistes, les grandes surfaces, les metteurs en marché demandent à ce que les produits soient Global Gap. Qu'est-ce que ça implique de demander une certification Global Gap? Alors, Global Gap, c'est un cahier des charges que je dois respecter. Un cahier des charges, mais qui est très complexe. J'ai un classeur à tenir à jour dans lequel il figure des choses, vous imaginez même pas. Je plante mon ail dans une parcelle. Est-ce que l'ail, je l'arrose avec un forage? Oui. Si j'arrose avec un forage, est-ce que j'ai une autorisation de prélèvement? Oui, j'ai une autorisation de prélèvement, c'est très bien. Maintenant, est-ce que j'ai une analyse de l'eau
Oui, est-ce que j'ai un registre de tous mes stocks d'engrais de l'année? Est-ce que je mets des appâts à ras dans mon bâtiment? C'est obligatoire. Quel type d'appât j'utilise? Quel jour j'ai relevé les appâts? Dans l'appât numéro 3, est-ce qu'il y avait 2 appâts mangés, 3 appâts mangés? Est-ce que j'ai remplacé 3 appâts dans la boîte numéro 3? Dans la boîte numéro 4, est-ce qu'il n'y a aucune souris qui est venue? C'est incroyable. La chaîne de conditionnement, est-ce qu'il y a de la lumière au-dessus? S'il y a de la lumière, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une ampoule qui éclate et qu'il y ait du verre qui vienne dans le produit? Alors moi, il n'y a pas de risque parce que c'est des néons et en plus, ils sont protégés. Il y a tout un tas de choses qui doivent être aux normes. Est-ce qu'on a un local phytosanitaire aux normes? Est-ce qu'on a bien une cuve GNR double paroi? Est-ce qu'on fait attention aux consommations de GNR? Est-ce qu'on fait attention aux consommations d'électricité? On doit fournir des factures. Vous n'imaginez même pas. Hein. Est-ce que sur l'exploitation, il y a bien quelqu'un qui est titulaire d'un brevet de secourisme? Donc il y a tout un tas de règles à respecter. Donc la première année, c'est compliqué parce qu'il faut se mettre à jour de toutes ces nouvelles réglementations qu'on va nous demander. Est-ce qu'il y a un DUER aussi sur l'exploitation? C'est important. DUER, c'est document unique d'évaluation des risques. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Donc, ils vont venir contrôler tout un tas de papiers. Le contrôle, il va durer une demi-journée. Et suite à ce contrôle, si je respecte bien le cahier des charges Global Gap, j'ai un numéro de certification et ça y est, mon ail peut être commercialisé comme un ail Global Gap. Ce que je regrette énormément, c'est que ce Global Gap, ce soit donc les grossistes, les metteurs en marché qui nous le demandent, le consommateur ne sera jamais au courant que le produit qu'il achète est un produit certifié Global Gap. Bien que nous, les agriculteurs, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour certifier notre produit, mais le consommateur final, il ne sait même pas si cette tête d'ail, elle est Global Gap et cette tête d'ail, elle n'est pas Global Gap. En fait, je trouve ça tellement dommage de mettre autant d'énergie là-dedans pour qu'au final, ça se perde et que ça n'aille pas jusqu'au bout des choses, quoi, jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Sur ce, les amis, je vais continuer ma plantation tranquillement. Là, je vous ai parlé un petit peu du Global Gap. Ça fait longtemps que je voulais aborder un petit peu le sujet. J'aimerais vous faire une vidéo un petit peu plus approfondie en vous présentant mon classeur, en vous présentant toutes les démarches que ça incombe. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Vous me dites en commentaire. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et comme on dit, ça mange pas de pain. À bientôt. Ciao, ciao!